ça. Même si le mot n'était pas encore employé pour ça à l'époque, en 1905. Mais disons ce qu'on appelle rétroactivement la laïcité aujourd'hui, c'est ça. Et on s'est rendu compte que cette mise à égalité, elle n'allait pas de soi. C'était vachement difficile. Donc ce principe, qui est le principe de séparation des églises et de l'État, ce n'est pas un principe de séparation de la religion et de la politique, contrairement à ce que raconte tout le monde, et même dans la charte, la fameuse charte de la laïcité qu'on affiche dans les écoles, où on dit séparation des religions et de l'État, c'est pas du tout ça. On peut très bien être prêtre, catholique ou bouddhiste et être élu président de la République. On peut faire de la politique. On a même le droit d'être élu parce qu'on a un programme religieux. C'est ça les partis démocrates chrétiens. Et on peut très bien être dans cette situation-là s'il y a une majorité de gens qui votent pour vous, sauf qu'une fois qu'on est au pouvoir, on ne peut pas financer son organisation, l'organisation que l'on chérit, si on est catholique ou si on est bouddhiste, telle autre organisation. Ça veut dire que séparation des églises et de l'État, ça ne veut pas dire séparation de la religion et du politique, puisque le politique, c'est aussi des aspirations religieuses, quelque part. L'égalité, machin, la charité, c'est une transposition, solidarité, etc. Non, non. C'est l'idée qu'il y a deux types d'organisations. C'est pour ça que les rédacteurs de la loi de 1905 ont été très précis. Ils ont dit séparation des églises, un type d'organisation, ces fameuses organisations spécialisées dans la production du sens de la narration, et l'État, un autre type d'organisation, deux types d'organisation, et uniquement pour le financement. À part ça, il faut être à égalité et même assurer, c'est ce que dit le texte, assurer la libre expression du culte, c'est-à-dire donner les moyens aux gens, au contraire, d'exprimer leur religion. Aujourd'hui, on nous dit c'est le contraire. La laïcité, c'est qu'il ne faut pas que les gens s'expriment. Mais si, ils doivent, dans l'espace public, c'est l'espace d'expression depuis 1789. La seule différence qu'il y a entre l'Ancien Régime et après 1789, c'est que l'espace public, c'est plus un espace contraint, c'est un espace où on peut s'exprimer, que ce soit religieux, politique ou autre. Quand vous voyez des débiles mentaux sur Internet qui vous disent, en vous donnant des leçons en plus, qui vous disent, à la suite, dans l'espèce de forum où toutes les forces de la bêtise se libèrent massivement, qui vous disent mais quand même, qui retournent chez eux, parce que vraiment, la tradition française, c'est la liberté, c'est au contraire, c'est le fait de ne pas exprimer sa religion dans l'espace public. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Quand vous avez le président de la République, François Hollande, qui va aller dire, après, je pense que c'est les gens qui font ces discours qui étaient un peu jeunes, mais il s'est récrié, mais quand il dit, on va étendre la neutralité laïque, non seulement à l'espace public, mais on va la limiter que dans l'espace de l'intimité. Ça veut dire que c'est génial, cette progression historique. On aurait le droit d'exprimer ce qu'on veut être religieusement, mais en se mettant une... seulement, seul, dans sa glace, le soir, dans sa salle de bain. C'est un progrès historique majeur. Parce que ça, on pouvait le faire aussi sous l'Ancien Régime. Merci, François Hollande. Oui. L'espace public, c'est l'espace d'expression, je suis désolé, dans la limite de l'intégrité physique et morale d'autrui. Mais il faut le prouver aussi. Il ne faut pas dire « Ah, mais c'est un scandale, ils ne sont pas chez eux parce qu'ils mettent un voile. » Je suis désolé, il faut le prouver. Je sais que ça ne fait pas plaisir aux gens, mais il faut le prouver. Moi aussi, je ne suis pas musulman. Ça me pose un problème a priori par rapport à mon mode d'être, ne serait-ce que du point de vue esthétique, sauf que comme je suis moderne, je réfléchis à mon propre goût, et je dis, bon, ben voilà, elle se balade comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'on lui a imposé. Si on lui a imposé, c'est parfait. Si on lui a imposé, effectivement, on donne les moyens pour qu'on ne lui impose pas. C'est ça la modernité. Par contre, on ne lui impose pas de ne pas le mettre sous prétexte que nous, on trouverait ça pas beau. Parce que ce n'est pas ça du tout, la laïcité. D'ailleurs, ce premier principe de séparation des églises et de l'État, liberté de culte, séparation des églises et de l'État, sont les seuls principes qu'il y a, en gros, dans cette loi. Le principe de neutralité n'est pas dans la loi de 1905, contrairement à ce que raconte encore tout le monde à la télévision, ou à la radio, ou je ne sais pas quoi, ou dans les journaux, des gens qui font des grands débats, la laïcité. La neutralité, c'est un principe défini par la jurisprudence administrative pour venir au secours de rupture d'égalité que la loi ne suffisait pas à défendre. Et donc on a inventé un principe de neutralité, et ce principe de neutralité, parce que les juges, puisque c'est de la jurisprudence, ils savent que la neutralité, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire que rien n'est neutre. Même un verre, il ne peut pas être neutre, un verre qui est transparent, parce qu'il a la couleur du mur qui est derrière. C'est-à-dire qu'en gros, quand on prétend être neutre, c'est toujours un peu louche. Si vous voulez, c'est l'ubiquité de Dieu, la neutralité. Dieu est neutre, donc par conséquent, il peut vous dire de faire n'importe quoi puisqu'il est neutre. Il n'a pas de position, il parle de nulle part.
Donc il faut faire attention toujours à la neutralité. Mais là, c'était une neutralité effective. Donc une neutralité neutralisée, si vous voulez. Et donc qu'est-ce que c'était? C'était d'imposer la neutralité des agents publics. C'était uniquement ça, la neutralité. Avant les années 2000, on est dans le délire. C'est-à-dire imposer la neutralité des agents publics, c'est-à-dire des individus qui sont supposés représenter le public, pour qu'ils n'influencent pas les publics, justement pour que les publics puissent faire ce qu'ils veulent sans être influencés. Aujourd'hui, on nous parle de neutralité des publics, alors que c'est de la neutralisation des publics, et c'est le retour à l'ancien régime. Neutralité, c'est neutralité des agents publics. Et là, on nous dit, ah oui, mais neutralité, quand on est dans la poste, quand même, il faudrait être neutre. Ah, l'espace public doit être neutre, tout doit être neutre. N'importe quoi. Et c'est-à-dire que moi, ça me rend fou. Je comprenais, c'est vrai que quand c'est moins philosophique et que j'en arrive à l'actualité, ça me rend un peu fou d'entendre ce que j'entends. Et on en arrive à des absurdités absolues. Parce que la loi de 2003 sur l'interdiction des signes religieux dits ostensibles, voire ostentatoires à l'école publique, elle n'a jamais été justifiée par la laïcité. Parce que le législateur, il sait qu'il ne peut pas. Enfin, le législateur, je ne parle pas des députés, je parle des administrateurs qui ont fait du droit et qui expliquent aux députés comment ils doivent présenter leur loi. C'est comme ça que ça marche. Hein. Sinon, c'est-à-dire c'est les élus du peuple, mais c'est pas forcément le top de ce point de vue-là. Ouais. Ah ben moi j'en connais dans ma région, dans les Bouches-du-Rhône, je vous assure que sincèrement, heureusement qu'il y a des... On sait pourquoi c'est les fonctionnaires de la République française les mieux payés, les administrateurs civils, les administrateurs de l'Assemblée nationale. C'est parce qu'ils travaillent dur pour rendre cohérents les petites idées. Et bien là, c'était le cas sur la loi. Les types, ils disaient, ah, c'est l'application de la laïcité. Les administrateurs de l'Assemblée, ils ont dit, c'est impossible. Ça ne peut pas être l'application de la laïcité, puisque le principe, c'est la liberté. Donc si c'est une limitation de liberté, il faut inventer autre chose. Donc ils ont inventé autre chose. Ils ont dit, elles sont mineures, donc leur consentement n'est pas avéré, et c'est leurs parents ou leurs grands frères qui l'imposent. Donc il y a atteinte à leur intégrité physique et morale, et en tant que mineures, elles ne peuvent pas se défendre, donc c'est à l'État de faire une loi pour permettre de défendre leur intégrité physique et morale tant qu'elles ne sont pas majeures. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et tout le monde dans le grand public dit ah, c'est une loi sur la laïcité. Rien à voir. C'est sur l'ordre public parce qu'on ne peut pas le justifier par la laïcité, justement. Justement, on ne peut pas. Par contre, dans les débats, laïcité. Pareil sur la loi sur le voile intégral, qu'on soit pour ou contre, c'est même pas le problème. On se dit voile intégral, comment on fait? Ah mince, c'est une limitation de liberté, qu'on le veuille ou non. Ah mais oui, mais c'est elles qui se limitent parce qu'on leur impose. Mais c'est à prouver ça. Parce que dans une enquête criminelle, il faut prouver le truc. Si on ne le prouve pas, on ne le prouve pas, point. Quand on est dans une société moderne, on ne le prouve pas en disant que chez elle ou je ne sais pas où, en Arabie Saoudite, c'est comme ça. Parce que sinon, on fait ce que j'appelle la saoudisation inversée. On impose ce que les autres interdisent. Et inversement. Ah, donc on a dit, il faut trouver un moyen. Ah, ça y est. L'identification, donc ordre public, parce que ça peut être des terroristes, donc elles ne s'identifient pas, etc., etc. Sauf qu'en réalité, elles s'identifiaient lorsqu'elles allaient... Donc on a dû trouver toute une série de choses, de complexité dans la loi, parce que si c'est pour tourner un film, on a encore le droit de se mettre un masque dans l'espace public. Si on sort de l'hôpital et qu'on est complètement amoché, bon, c'est encore possible. Si on a son casque de moto, il faut quand même faire gaffe, etc., etc. Mais en fait, on a trouvé un autre truc. On a dit pour que ce soit l'ordre public, pareil. Alors à la limite, là, on le justifie. Mais dans les années, en 2014 ou 2013, je crois que c'était 2013, à un moment donné, alors là, on a sombré dans l'absurdité totale, mais absolue. Ah, je vous disais, qui avait progressivement... Je sais comment je suis. Donc, l'absurdité totale, c'était l'interdiction du simple foulard à l'université. Alors là, c'est l'absurdité la plus totale. Qu'on soit pour ou contre, encore une fois, je vous demande juste de comprendre ce que je vous dis. C'est l'absurdité totale, parce que ça veut dire une chose, ça veut dire, c'est seulement les agents publics qui sont normalement assujettis à l'obligation de neutralité. Là, ça serait les étudiants. Bizarre. 2, on ne peut pas dire que ces étudiants, ils sont incapables d'exprimer leur volonté, par définition, parce qu'ils sont dans une stratégie d'ascension sociale, donc d'autonomie, puisqu'ils sont étudiants. Donc non seulement ils sont majeurs, mais en plus ils sont majeurs, on peut dire, même du point de vue symbolique, puisqu'ils s'organisent pour ça. Donc pas possible. 3, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un problème d'identification? Non, c'est le simple foulard. Donc il n'y a pas de problème d'identification. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est? Moi j'étais sur Europe 1 à une émission, ils finissent par, je leur dis ça, ils finissent par dire ouais mais il y a des groupuscules. Alors je dis écoutez, si vous les trouvez, mais ils sont tellement puscules que nous on les a pas trouvés, mais si vous les trouvez, allez-y.
Nous, on ne pense pas qu'il y ait de lien entre les jeunes filles qui portent un foulard et le terrorisme international. Vous pensez qu'il y en a un. Mais il se trouve que nous, on a quand même un peu étudié la question depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, tous les attentats terroristes récents montrent que c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que les gens qui sont régulés religieusement, même les fondamentalistes, en fait, ils ne passent pas au terrorisme. C'est au contraire des gens qui sont complètement dérégulés et qui vont avoir un problème par rapport à leur famille et autres, mais sous prétexte qu'ils sont d'origine maghrébine, on va projeter l'image de l'islam, et comme l'islam est représenté comme antisocial, s'ils avaient vécu dans les années 70, ils seraient devenus punk ou skinhead, mais là, comme ce qui fait que être punk ou skinhead, ça fait plus peur du tout, ça peut même faire style, quand on est prof d'université, on se met une crête rouge, ça fait sociologue branché, donc ça fait pas peur. Alors que par contre, on se met un bandeau, avec marqué un truc en arabe, qu'on comprend la plupart du temps même pas, et on se met à faire Wallah Akbar, c'est terminé. Alors là, vraiment, on est la force antisociale tout de suite. On comprend, hein. Sauf que ça passe pas du tout par les mêmes circuits. C'est pas du tout ce qu'on croit. Donc on interdit à l'université, sans raison, aucune raison objective, ni identification, etc. Seulement la raison que c'est moche, ça ne correspond pas à ce qu'on veut ou tout ce que vous voulez. Et de surcroît, c'est encore plus stupide, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'université française est le seul endroit dans l'ensemble des services publics où la neutralité n'est même pas exigée des agents publics de l'enseignement supérieur comme moi, justement, parce que leur devoir, c'est justement de ne pas être neutre. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où on a le droit d'avoir des idées politiques, même je pourrais m'habiller avec une barbe, faire le musulman, le bouddhiste en bas, le musulman en haut, au milieu le chaman, on ne pourrait pas me virer pour cette raison, seulement parce que je suis un agent public de l'enseignement supérieur. Parce que c'est une règle en France, cette expression, et on estime qu'ils sont suffisamment forts pour ne pas subir une influence parce que, justement, ils sont à l'université. Et que, par conséquent, mes a priori, en tant qu'universitaire, puisque j'ai passé les étapes pour devenir prof d'université, justifient que je peux leur expliquer rationnellement, etc., mes a priori, et que ça les construit. Ça ne marche pas tout le temps, mais en fait, c'est ça, l'a priori. Donc, ce qui ne serait même pas imposé aux agents publics dans l'université, ça serait imposé, par contre, aux étudiants. Alors que normalement, c'est fait. C'est une neutralité qui est faite pour protéger éventuellement les étudiants. Vous voyez le renversement. Et je vais finir par le complexe de Suez, parce que sinon, je vous aurais... En fait, qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'en soit arrivé là? On se trouve dans une situation pareille, en France, où on remet en cause nos propres principes en croyant les appliquer, pour une raison simple, c'est quand on a un problème d'identité, c'est-à-dire on a un problème symbolique, c'est-à-dire on a un problème narcissique. L'Europe, ça a été le centre du monde. Et je dis ça, mais clairement, c'est-à-dire que l'Europe, ça a été le centre de gravité des désirs de l'ensemble de l'humanité. Et c'est une singularité historique absolue. C'est-à-dire que même un Chinois qui est ultra-nationaliste chinois, s'il veut faire de la musique à ses enfants, il leur fait étudier Beethoven, qui est, jusqu'à preuve du contraire, européen. C'est-à-dire que les cultures, même lorsqu'elles ont été appréciées par les autres cultures, leur propre culture, elles se sont auto-folklorisées en tournant autour de l'attraction européenne. Et parfois, une attraction qui peut se traduire par un refus, un rejet, une violence, mais toujours dans un rapport d'attraction-rejet, comme avec des parents. Donc dans un rapport d'infantilisation du monde. Ça veut dire que l'Europe, elle a été au centre de tout ça. Et progressivement, elle a perdu cette position. En 14-18, militairement. En 39-45, après les accords de Bretton Woods qui fixent le dollar comme étant la monnaie mondiale du point de vue économique. Mais comme il y a les 30 glorieuses derrière, ça s'est quand même passé plus ou moins bien. Et puis dans les années 80-90, crise endémique. Et c'est là où on commence à avoir peur de l'islam. Mais en même temps, il y a les événements internationaux. 1979, la révolution islamique d'Iran. C'est la première fois qu'on voit des musulmans déchaînés dans les chaînes, dans le petit carré de la télévision. La première fois qu'on voit ça. Les premiers attentats terroristes qui sont liés à en particulier aux relations ambiguës avec nos anciennes colonies, justement. Et d'un seul coup, dans les années 2000, intervention en Irak, pour la première fois, là ça va plus loin, la première puissance mondiale ne demande même pas son avis aux Européens pour intervenir. Elle leur dit en gros, si vous voulez venir, vous venez. Si vous venez pas, vous venez pas. De toute façon, vous nous coûtez plus que ce que vous nous arrangez parce que vous n'avez pas la logistique, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Vous êtes super chiant, on y va seul. On a nos porte-avions, on a tout ce qu'il faut. Sincèrement, d'ailleurs, votre porte-avions, on ne sait même pas s'il peut fonctionner. Donc, ne serait-ce que quand vous voulez aller attaquer ou défendre tel pays d'Afrique ou autre, il faut que vous y alliez avec nos hélicos. Vous n'êtes pas capable
de fournir la logistique, donc s'il vous plaît, stop, on veut bien y aller symboliquement, ça fait classe, ça donne le sentiment qu'on est tous d'accord, mais sinon on y va quand même parce qu'on a décidé, puis point final. Et là, 2003, c'est la première fois qu'on parle de nouvelle laïcité, rapport Barois. C'est la première fois qu'on parle progressivement des identités nationales partout en Europe. C'est le développement des nouveaux partis populistes qui veulent défendre la civilisation européenne, la culture européenne. C'est ce sentiment d'encerclement qui nous dit qu'on est dans l'urgence parce qu'on serait encerclé et donc on doit tout faire pour s'en sortir. C'est le retour des souverainismes. Alors que je ne vois pas ce qu'on pourrait faire si on veut être important, si on n'existe pas à l'échelle européenne et continentale, alors qu'aujourd'hui c'est l'ère des espaces politiques qui sont au minimum continentaux. Et donc on va avoir cette espèce de rétractation. Pourquoi j'appelle ça le complexe de Suez? Parce qu'à Suez, on avait commencé à jouer ça. Suez, c'était la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Les grandes puissances européennes étaient affaiblies. Et à un moment donné, en 1956, il y a un chef d'État qui était le chef d'État égyptien, Nasser, qui était le chef des dits non alignés, qui n'était ni aligné sur les États-Unis ni sur l'Union soviétique, à l'époque en tout cas, et qui a décidé de nationaliser ce qui était un des fleurons des anciens colonisateurs, en particulier le Royaume-Uni et la France, c'est-à-dire le canal de Suez, qui en même temps est le seul passage vraiment, si on ne veut pas traverser l'ensemble de l'Afrique, entre l'océan Indien et la Méditerranée, c'est-à-dire quelque chose de vital du point de vue économique, et qui a été construit par les Européens, en particulier au Royaume-Uni. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les Français et les Britanniques vont aller reprendre le canal avec les Israéliens, en suivant les Israéliens. Et ça va être une victoire militaire, évidemment, parce que l'Égypte ne pèse pas beaucoup par rapport à ça. Sauf que, d'un côté, l'Union soviétique dit « nous, on n'est pas d'accord », et ils font pression, enfin, ils disent « nous, on n'est pas d'accord », pour se mettre les non-alignés dans la poche en disant « nous, on est anti-impérialistes, donc en fait, vous devriez être de notre côté ». C'est pour ça qu'ils défendent Nasser. Et de l'autre côté, théoriquement, les États-Unis auraient dû être du côté des Français et des Anglais, c'était leurs alliés objectifs. Mais là, pour la première fois, comme l'Union soviétique menaçait d'utiliser l'arme atomique, les nations européennes n'ont pas été considérées comme étant suffisamment importantes pour justifier le risque atomique. Et donc les États-Unis ont dit, en gros, vous retournez chez vous, la queue entre les jambes, sans contrepartie. Et ça veut dire que le Royaume-Uni et la France et Israël ont dû refluer avec un sentiment, il faut bien le dire, de honte et d'humiliation. J'en tiens pour preuve ce sentiment d'humiliation que un an plus tard, il y a un chercheur qui ensuite est devenu célèbre, qui s'appelle Bernard Lewis, à l'université de Johns Hopkins, en 1957, a prononcé une conférence dans laquelle il va prononcer une expression qui va être célébrée ensuite pendant des années, qu'on va attribuer à quelqu'un d'autre qui en réalité était son élève. C'est l'expression de choc des civilisations. C'est lui qui emploie cette expression de choc des civilisations pour analyser la crise de Suez. Et pour dire, l'Europe est en danger, notre civilisation est en danger, nous sommes encerclés, c'est la folie. Et c'est lui qui va être un des principaux conseillers du département d'État américain, y compris pour la guerre en Afghanistan, et qui va avoir pour élève Huntington, qui va écrire ce gros bouquin, qui était au départ un article dans Foreign Affairs, qui était Le choc des civilisations, qui va être un best-seller mondial. Et c'est là où vous allez avoir aussi, à Suez, à la suite de cette espèce d'imbroglio, un certain nombre de juifs, des milliers de juifs qui étaient restés en Égypte, qui vont être évacués, qui vont devenir apatrides, parce qu'ils vont être considérés comme des espions potentiels d'Israël, puisqu'il y avait Israël, et ils vont se réfugier, ils vont vivre leur vie ailleurs en Europe, avec cette peur d'être encerclés, que finalement la culture européenne est encerclée, qu'Israël est une partie de l'Europe encerclée par le monde arabe, et que petit à petit, ça avance vers nous. Et d'ailleurs, cette thèse, elle va être développée par quelqu'un qui s'appelle Bat Yeor, qui veut dire juif d'Égypte, qui a créé la thèse Eurabia, qui a influencé Éric Zemmour, Finkielkraut et Anders Breivik en Norvège. On a retrouvé dans son ordinateur des citations directes du truc. Et qui faisait partie des jeunes femmes évacuées d'Égypte à l'époque de Nasser en 1956. C'est-à-dire c'était le traumatisme de l'expropriation et de l'expatriation. Or aujourd'hui, l'Europe est en train de vivre ce complexe de Suez à un niveau tel qu'elle finit par remettre en cause ses propres principes en croyant qu'elle se défende, alors que ce qu'il faudrait, c'est au contraire qu'elle s'ouvre. C'est ça ce que j'appelle le complexe de Suez, et c'est pour ça que j'ai mis le sous-titre « Le vrai déclin français », pas celui que décrit Zemmour à la Finkielkraut,
et du continent européen qui consiste à se fermer sur soi aujourd'hui et à fantasmer sur les questions d'immigration et autres. Alors que les vraies questions, en termes de produit intérieur brut, de développement économique et de tout ce que pourrait faire l'Europe, ne résident pas dans ça. On ne peut pas éviter l'immigration. Mais juste un petit chiffre, pour terminer, juste un petit chiffre. L'immigration, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pratiquement pas bougé en Europe, les taux migratoires. 6% à peu près, c'est là où il y a le plus gros, on est passé de 3 à 6 en gros, dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire dans les années 30. Donc là, oui, il y a eu un vrai saut. Après, il y a eu une stabilité aux alentours de 6 et quelques, et effectivement, au début des années 2000, on est passé à 8. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins fort et beaucoup moins dynamique que ce que ça devrait être. C'est beaucoup moins dynamique qu'aux États-Unis, beaucoup moins dynamique qu'au Canada, beaucoup moins dynamique que partout ailleurs, sauf au Japon et au Mexique, quasiment. Où c'est plus fermé encore. Mais c'est vachement faible par rapport aux flux matériels, aux flux symboliques, aux flux économiques, les flux humains qui devraient aller avec. Dans toute l'histoire des civilisations, ça a toujours été comme ça. C'est beaucoup plus faible en Europe qu'ailleurs. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est ce que j'essaye de dire dans le livre. Merci. Oui, bonsoir Monsieur Liogier. Non, je suis là. Merci pour votre intervention que j'ai trouvée très intéressante. Moi, il y a un point sur lequel j'aurais aimé vos éclaircissements, en fait. Quand vous avez évoqué la laïcité et le port de signes extérieurs ou ostentatoires religieux, est-ce qu'il n'y a pas un élément qui est passé sous silence dans votre intervention qui est relatif au fait que, concernant en l'occurrence le voile, ce sont les femmes qui sont concernées et non les hommes, et qu'en l'occurrence ça pose un problème effectivement peut-être aux démocrates, à un certain nombre de personnes qui militent ou sont pour l'égalité des sexes, et que là en l'occurrence ça heurte cet aspect d'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve justement que le fait que ceux qui sont visés en priorité par ces lois qui, pour moi, sont objectivement discriminatoires, parce qu'elles discriminent les gens, c'est un terme d'optique, la discrimination, c'est pas un hasard si, justement, elles s'appliquent aux femmes. Mais là, je le dirais pas du point de vue du musulman, du point de vue des pouvoirs publics. Comment se fait-il que ce soit toujours les femmes qui soient visées, sous prétexte qu'elles ne seraient pas capables d'exprimer leur volonté? C'est-à-dire qu'on va dire, ah, c'est des femmes, donc forcément elles sont manipulées, donc forcément elles ne peuvent pas le vouloir. Oui, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, évidemment. Et je retourne ce que vous êtes en train de dire, j'ai compris. Je sais que ce n'est pas très plaisant. Mais ce que je veux dire par là, j'ai compris. Croyez-moi, j'ai compris, je vais y répondre aussi ensuite. D'accord? La question de l'égalité ou de l'inégalité, quand on est dans une société démocratique, c'est-à-dire un état de droit qui n'usurpe pas son nom, elle n'est pas déterminée a priori, elle est déterminée a posteriori. Ça veut dire que si des individus, par exemple, je vais vous donner un exemple, ils ont décidé d'avoir des pratiques masochistes. Je fais exprès, parce qu'il y a un rapport de domination dans le masochisme. On a le droit d'être sado-maso aujourd'hui. Jusqu'à quel point ça porte atteinte à l'intégrité physique, déjà, c'est une limite, et à l'intégrité morale. C'est pour ça que quand il y a des gens, par exemple, et je vais continuer, vous inquiétez pas, quand il y a des gens qui disent « Ah, mais vous êtes donc pour l'excision », je dis n'importe quoi. Pour moi, c'est une atteinte directe à l'intégrité physique. Comme je suis un défenseur absolu de la modernité, pour moi, c'est absolument impossible. Absolument impossible. Maintenant, s'il est prouvé que dans le contexte français, le voile, mais alors là, il faut faire des enquêtes réelles, il ne faut pas partir avec les a priori de ce qui se passe ailleurs. Il est imposé, à ce moment-là, on devrait se battre pour qu'il ne soit pas imposé. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi est-ce que dans les années 60, lorsqu'il y avait énormément de femmes, pour des raisons justement culturelles, qui portaient le voile, qui étaient des femmes donc d'immigrés, et qui subissaient le joug machiste, dominateur de leur mari, pourquoi on s'en foutait complètement du voile? J'aimerais bien savoir pourquoi.
C'est une question de droits de l'homme. Et pourquoi est-ce que le voile, c'est devenu un problème uniquement quand c'est devenu un étendard de revendication de jeunes filles? Ah oui, je vous assure, parce que nous, on a étudié dans le détail. On est le premier laboratoire à l'avoir fait dès le début des années 80. Et je vous mets au défi d'en trouver qui ne correspondent pas au schéma de nos enquêtes. Parce qu'on peut le dire comme ça dans le vague en disant c'est notre... Nous, ce qu'on a trouvé, j'ai fait dans un livre qui s'appelle Une laïcité légitime, où j'ai fait un tableau de toutes les raisons de porter le voile avec des enquêtes qui étaient des enquêtes subtiles puisqu'on mettait des personnes qui se convertissaient pour vivre avec elles, pour savoir si c'était imposé ou pas, et comment est-ce qu'elles le vivaient. Et on l'a fait scientifiquement, croyez-moi, on n'était pas payé, ni par le Mossad, ni par une autre organisation pour faire ça, je vous assure. C'est qu'on voulait vraiment savoir ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a eu, dans les années 80-90, la deuxième et troisième génération d'individus qu'on appelle pudiquement issus de l'immigration, qui ne supportaient plus de voir leurs parents subir le racisme et pourtant essayer d'être comme les Européens. C'est sûr. Et du coup, ils se sont sentis insultés et il s'est constitué une sorte de contre-culture des cités, qui était le pantalon en balle, machin, le truc, toutes ces choses-là pour dire on n'est pas pareil, on enlève. Et au milieu de tout ça, il y avait le voile qui a commencé à apparaître. Et le problème, c'est que les parents eux-mêmes ont été dépassés par la situation. Donc, ce n'était pas les grands frères, et celles, quand on faisait des analyses, qu'on a fait les analyses des notes d'école, des notes à l'école, celles qui avaient les meilleures notes, qui étaient les plus fortes en tête et qui étaient le plus revendicatrices, c'est celles qui mettaient le voile. Parce qu'elles mettaient le voile au sens « j'ose mettre le voile ». Et d'ailleurs, quand on faisait une enquête auprès des personnes théoriquement musulmanes, pour voir la position qu'elles avaient par rapport à celles qui mettaient le voile, alors qu'elles ne le mettaient pas, leur réponse, quand on analysait, c'était non, mais elles se la jouent, elles se prennent pour qui? Elles ne voulaient pas dire elles sont soumises. C'est oui, dans le quartier, c'est celle qui se la joue. Elle se la joue, oui, quoi, elle le met, elle se prend pour qui, etc. Elle pense qu'elle est plus maligne que les autres, et tout, et tout. Ce n'est pas le cas de quelqu'un dominé, c'est celle qui fait la plus la maligne dans la famille. Il y a plusieurs modalités, ça c'est la modalité essentielle, majoritaire, de celles qui ont mis le voile, à partir des années 80-90. Ensuite, on a eu des mouvements qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire que même si c'est contre-intuitif, même sur le voile intégral, j'y vais jusqu'à vous choquer, parce que moi je ne suis pas pour le voile intégral, j'aimerais pas que ma fille mette le voile intégral. Vous voyez? Mais même sur le voile intégral, mais j'aimerais pas que ma fille soit gothique aussi, qu'elle se perce de part en part. Vous voyez, c'est la même chose. Pour moi, je le situe au même niveau, je ne prends pas position sur les raisons. Même sur le voile intégral, on a les associations musulmanes féministes les plus virulentes, les plus dures, sont des associations de femmes qui mettent le voile intégral. Et vous savez comment elles le justifient? Plus du tout en accord avec la tradition musulmane. Elles le justifient en disant, avec la même logique que ce qui est de l'école de Francfort, contraire à la société de consommation, etc., en disant on ne veut pas être un objet de consommation dans le regard des hommes, machin, etc., etc. Alors vous allez dire, ah, mais elles disent n'importe quoi par rapport à l'islam. Mais on s'en fout qu'elles disent n'importe quoi par rapport à l'islam. Ce n'est pas le sujet. J'en sais rien, moi, parce que je ne porte pas de jugement sur l'interprétation des textes, comme le fait Nicolas Sarkozy quand il dit « le voile n'est pas une obligation islamique ». Mais on s'en fout quand on est laïque. C'est-à-dire que quand je m'exprime devant des musulmans, je leur dis, je l'ai dit au congrès de l'UOIF, quand on m'accuse d'être... je dis directement, l'islam, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que si vous voulez mettre... Si quelqu'un, un jour, se présentait à moi en mettant un porte-jartel sur la tête et en disant « c'est ce qui fait mon signe d'islamité », j'ai dit ça devant des musulmans. Hein. Ils étaient quand même 10-15 000. Hein. Donc je peux vous dire que c'est des gens qui savent être tolérants, contrairement à ce qu'on dit. Ils ont rigolé. Parce que je leur ai dit, si elle est seule à me dire ça, je dis, bon, elle est folle. Du point de vue de Durkheim, ça veut dire que c'est une singularité. Idiotesse, ça veut dire unique, idiote. Hein? Donc, elle fait son truc toute seule. Par contre, s'il commence à y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, ça m'intéresse, c'est un phénomène social. Les gens interprètent l'islam en disant, on importe. Et je me fous de savoir ce qu'il y a dans les textes. Donc pour moi, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a dans les textes ou ce qu'il n'y a pas dans les textes, parce que je suis profondément laïque, c'est de savoir ce que ça fait réellement aux gens, s'ils sont réellement dominés, et à partir de là, comme je crois à leur subjectivité, je fais le pari de leur autonomie, c'est le pari du 18e. Mais par contre, je les protège au maximum pour qu'ils puissent exprimer cette autonomie à l'intérieur même de la famille, lorsque, effectivement, c'est nécessaire. Alors qu'en France, ce qu'on fait, on laisse les choses dégénérer, lorsque ça ne nous embête pas, derrière les fenêtres, comme dans les années 60-70, et puis quand ça devient un problème quasiment d'esthétique, on va inventer un schème de valeurs, ça serait contraire à nos valeurs, ceci, cela. En démocratie, on ne peut être qu'en démocratie si on montre son visage. On va déterrer ce pauvre Lévinas pour expliquer que c'est seulement le visage de l'autre qui permet à la démocratie d'exister. On philosophe, on en fait des lois, etc. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce système à géométrie variable. C'est tout ce que je voulais dire. Et en même temps,
Je reviens sur ce que je disais au début. C'est pas étonnant que ce soit les femmes qui soient visées en particulier, et pas les hommes en longue barbe ou je ne sais quoi, parce qu'on dit finalement les hommes, ils sont quand même responsables d'eux-mêmes, alors que les femmes, les pauvres femmes. Et c'est ce qu'elles disent, les féministes musulmanes. Elles disent, arrêtez de nous viser, nous. Je vous renvoie au texte, j'ai compris, on renvoie au texte de Christine Delphi, qui est une collègue avec qui j'ai écrit un article, qui est une féministe historique, comme vous le savez, qui était compagnon de route de Simone de Beauvoir. On a écrit un article ensemble sur le sujet, et je vous renvoie à ses travaux. C'est ce qu'elle dit. Alors c'est sûr, elle n'est pas suivie par Elisabeth Badinter. Mais bon, Elisabeth Badinter, voilà quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Qui peut suivre Elisabeth Badinter? Même son mari a du mal, hein, Robert Badinter. Parce que lui, par contre, il dit des choses exactement le contraire de ce qu'elle dit. D'ailleurs, moi, j'avais une hypothèse. Je me suis dit, un jour, c'est bizarre que Robert Badinter, il dise quasiment le contraire de ce que dit sa femme. Je pense que ça doit être un manière pour pas qu'ils l'empoisonnent quand ils sont chez eux. Il dit, vas-y, va raconter, mais à l'extérieur, dans les médias, comme ça, à la maison, on est tranquille. Je dis ça parce que je ne comprends pas ce que raconte Elisabeth Badinter sur ce sujet. Une fois, dans une émission, elle me dit, mais on ne peut pas désirer porter quelque chose comme ça. Je lui dis, mais madame, parce que ça fait souffrir. Mais les humains n'arrêtent pas de faire des choses qui les font souffrir pour se raconter. Alors, à quoi ça sert d'aller sur l'Everest? De monter sur l'Everest, et puis mettre un truc. C'est difficile, et parce que c'est difficile, ça nous permet de nous raconter. Donc elles le font aussi parce que c'est difficile. Il n'y a rien de plus humain. Maintenant, il faut savoir si on leur impose. C'est autre chose. Mais il faut s'en donner les moyens à ce moment-là, et pas avoir les préjugés. Alors elle me dit, oui, mais on était dans la salle d'attente. J'étais dans la salle d'attente avec ma fille chez le dentiste ou je ne sais pas où, et elle a eu peur de la fille qui était en voile. Donc ma fille est venue se réfugier, ma petite fille est venue se réfugier près de moi. Mais je lui dis, madame, ça veut seulement dire que votre petite fille est mal éduquée. Parce que, là, à l'époque, dans les années 30, elle serait allée chez le dentiste et il y aurait eu un noir ou un juif en face. Votre petite fille, elle aurait eu peur aussi, elle se serait collée contre vous. Ça voudrait juste dire qu'elle était raciste et donc mal éduquée. C'est tout ce que ça veut dire, rien d'autre. Un peu virulent, excusez-moi, parce que c'est un sujet qui m'a... Bonjour, j'avais justement une question. Est-ce que vous trouvez qu'en France, notamment, les gens manifestent de plus en plus leur religion et leur foi, notamment à travers tout ce qui est médias? Et puis là, j'ai un exemple, par exemple, en sport, au foot, on voit de plus en plus de joueurs qui montrent leur tatouage, ou par exemple, ils ont une croix ou font le signe de la croix après avoir fait un tir au but. Et justement, je voulais avoir votre avis. Est-ce que après, ces choses-là, vu que ça dérange certaines personnes, ça va être interdit ou pas? Tout peut être interdit quand on est dans une société populiste, et surtout une société qui n'est pas sûre de ses propres symboles. Et donc il y a une vraie crise identitaire et les gens sont fragilisés, ils finissent par marcher sur leurs propres principes. Donc on est dans une société, nous aujourd'hui, on commence progressivement à marcher sur nos propres principes. Donc ça pourrait être interdit. Ça serait possible. On a failli, on est passé à côté d'une loi qui interdisait le simple foulard à l'université. Heureusement qu'il y avait le Conseil constitutionnel qui a dit, attendez, c'est quand même pas possible. Il y a une limite, là on peut pas, comment on va le justifier? Même les administrateurs de l'Assemblée nationale, ils n'y arrivaient pas, vous voyez, à trouver quelque chose. Bon. Alors là, dans ce que vous dites, ça serait possible, puisqu'on peut faire passer des lois inconstitutionnelles si ça passe pas devant le Conseil, si personne n'a l'idée d'y aller. Enfin, on peut, voilà, il n'y a pas 60 députés, 60 sénateurs, vous connaissez le principe, et si personne soulève l'exception a posteriori, l'exception d'inconstitutionnalité. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer du point de vue sociologique? Il se passe que l'État, aujourd'hui, la République, qui participe à la diffusion de ce qu'on pourrait appeler les valeurs centrales de cohésion, qui participe au mythe, eh bien, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que c'est plus plausible, comme je vous le disais, c'est devenu fictionnel. C'est pour ça qu'on fait des débats sur l'identité nationale. À partir du moment où ça ne va plus de soi, on est obligé d'en discuter, mais quand on en discute, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens commencent à discuter ce que c'est que d'être français, c'est que d'un seul coup, ça devient réfléchi, c'est plus le sol auquel on ne pense pas. Donc c'est déjà fini, c'est déjà trop tard. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que les valeurs centrales de cohésion se sont effritées, qu'elles ne sont plus un sol d'adhérence, qu'elles sont devenues une sorte de fiction pour elles-mêmes, et que donc, comme la nature a horreur du vide, eh bien, dans la population, il y a une recherche de spiritualité, il y a le phénomène des sectes, il y a des recompositions religieuses multiples et variées. Tout le monde fait un petit peu sa petite tambouille, comme il peut, et les sportifs aussi.
bonsoir. Je voudrais revenir au début de votre présentation quand vous parliez des animaux Oui. et des humains. Mhm. Et en fait, ma question est simple, je voudrais savoir. Donc, vous nous avez, si j'ai bien compris, démontré que nous avons en commun avec les animaux d'avoir le principe de la culture, puisque les animaux ont des outils pour, on parlait des castors, etc., qui fabriquent leurs petites maisons. Et en fait, je voulais, par contre, par rapport à la notion de religion, et de laïcité, est-ce qu'il n'y a que les humains qui connaissent ce principe de religion, puisqu'en fait, là, vous avez parlé cette notion de la narration, se raconter, etc., raconter une histoire. Est-ce que les animaux se racontent aussi des histoires? Le cimetière des éléphants, on peut extrapoler, parler de religion, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à l'humain, avec justement toute cette évolution qui amène à cette notion de laïcité que vous défendez? Voilà. Alors, sur le début de l'intervention, je n'ai pas dit que les animaux avaient une culture au sens humain du terme, justement. Ou du moins, ça dépend comment on envisage la notion de culture. Si on envisage la notion de culture comme étant un mix du désir de survivre avec le désir de survivre mieux, donc avec un certain nombre de techniques, avec un langage, mais un langage qui est, pour le coup, uniquement performatif, avec toute une série de choses, je dis, c'est une culture. Mais si on envisage une culture comme ce qui est en surplus de l'objectivité, c'est-à-dire ce qui est subjectif, c'est-à-dire qui me permet de définir ce que je suis, dont de me raconter, c'est plutôt la définition de la culture, au sens humain du terme, c'est pour ça qu'on inclut l'art et qu'on inclut aussi la religion dedans. À ce moment-là, c'est spécifiquement humain. Et le religieux, pour moi, c'est la pointe la plus avancée de ce qui permet à l'homme de se raconter. Je n'ai pas expliqué pourquoi d'ailleurs dans mon intervention, mais je n'aurais pas eu le temps, parce que l'avant-avant, comme c'est suppose l'avant et suppose l'après, c'est pour ça que les religions, pour que la narration puisse continuer, elles traitent de l'avant-avant, c'est ce qu'on appelle la cosmogonie, et elles traitent de l'après-après, ce qu'on appelle l'eschatologie, et c'est pour ça qu'il y a le rapport à la survie après la mort, puisque c'est une manière de continuer à raconter et de pouvoir projeter au-delà même de ce qui a l'air de nous limiter. Donc c'est encore la logique narrative. Donc, pour répondre à votre question, pour moi, ce qui fait la spécificité de l'humain, c'est justement ce désir d'être. Or, la pointe la plus avancée du désir d'être, la plus fine, c'est le religieux. Donc, pour moi, les animaux n'ont pas de religion, jusqu'à preuve du contraire. Attention. Jusqu'à preuve du contraire, mais ça dépend de ce qu'on appelle religion aussi. Parce que je lis un peu les travaux d'éthologie, ça dépend de ce qu'on appelle religion. Après, il faut discuter. C'est comme quand ce qu'on appelle un homme, est-ce que l'homo habilis est un homme? Est-ce que c'est seulement l'homo sapiens, l'homo sapiens sapiens? Après, ça dépend où on met le curseur. Moi, j'ai mis le curseur à un certain niveau spécifique, justement pour pouvoir dire, ah là, il y a une spécificité. Alors évidemment, a fortiori, ils n'ont pas un problème de compatibilité dans un même espace social de multiplicité de religions qui induit l'existence de la laïcité. Bonsoir. Alors j'avais juste une question par rapport à vos travaux sur l'individuo-globalisme, parce qu'on a travaillé aujourd'hui sur la spiritualité dans le monde de l'entreprise, et on aimerait savoir si vous pensez que les entreprises françaises pourraient intégrer la spiritualité dans les techniques de management. Ouais, c'est bizarre que vous posiez ça, parce que j'ai fait une conférence dans une école. Vous avez vu peut-être sur Internet, c'est ça? Oui, on s'est un peu renseigné. Où je dis ça. Donc oui, je dis que non seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a deux choses en fait. Il y a deux types de registres. J'ai bien dit religion, entreprise spécialisée dans la production de narration. Ça ne veut pas dire que la narration, elle n'est pas produite dans des entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la production de narration. Ça veut dire qu'en fait, toute entreprise, toute organisation, à partir du moment où elle existe, elle a besoin de justifier son existence en empruntant à la narration générale qui a le plus de valeur dans la société, des thèmes, des thématiques, pour pouvoir justifier son existence. C'est ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Le thème de la conférence que je faisais, c'était la corporate governance comme nouvelle religion d'entreprise, où je parlais même aussi du rapport à l'éthique, du rapport au développement personnel dans l'entreprise, dans les représentations des ressources humaines, et puis le rapport aussi à la durabilité, l'idée de ce qui est durable. Donc les entreprises, pour être éthiques, essayent de se justifier vis-à-vis de l'extérieur comme ayant des activités qui ne sont pas seulement liées à l'utilité immédiate, pour justement pouvoir être
gagner plus d'argent dans l'utilité immédiate, elles ont besoin de justifier qu'elles ne le font pas, quoi, puisque c'est devenu le paradigme. Au même titre qu'une entreprise qui vivrait dans un paradigme chrétien, pour pouvoir gagner plus d'argent et faire plus de profit, elle devrait préalablement prétendre qu'elle est charitable. Vous voyez, quand on est exclu. Donc c'est ça qui est en train de se passer, pour moi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est négatif quand je dis ça. Je dis c'est parce qu'on est immergé, on ne peut pas faire autrement. Dans une société, on s'inscrit dans la grammaire dominante. Même si on lutte contre cette grammaire dominante, on utilise la grammaire dominante pour lutter contre, parce que sinon on n'est tout simplement pas entendu. Je ne connais pas rien au bretonisme, hein, mais... En matière de bretonisme, donc rien, je vous mais- ai entendu parler de baragouiner. Donc Oui. vous savez que bara Non. c'est le pain et D'accord. guine c'est le vin. Non, Bon, non, je ne alors savais pas. je vous propose un autre bretonisme, puisque vous parlez d'adhérence. Ici, quand on adhère, on appelle ça un brinic. Le brinic, il adhère à son rocher. D'accord. Et il ne bouge pas. Donc c'est l'adhérent type pour le breton, le D'accord. brinic. Très bien. Non, mais je ne connais rien au bretonisme, je vous remercie, mais c'est bien. C'est vrai que l'image est très belle, est très positive. L'image est très intéressante, je l'utiliserai dans les conférences, parce qu'effectivement, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Conférence, j'imagine, passionnante pour tout le monde. Voilà, hein, merci d'être venu jusqu'à nous ici à Brest.